Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle saison, la 5e déjà de Maths en tête. Maths en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. J'ai décidé de commencer cette nouvelle saison en vous présentant un mathématicien inclassable. Si son nom ne vous parle pas, ses contributions en revanche ne vous sont pas inconnues. Et à travers son portrait, j'ai découvert un mot, la polymathie. Être polymathe, avec un E à la fin, c'est faire preuve d'une connaissance approfondie d'un grand nombre de sujets différents, particulièrement en sciences, en art et en philosophie. Et c'est un terme qui sied tout à fait à ce monsieur, John von Neumann, dont je vous parle aujourd'hui. Le scientifique au service de l'histoire. En 2023, le film Oppenheimer de Christopher Nolan a relancé l'intérêt pour les savants qui ont façonné l'histoire avec un grand H. Le casting est brillant, les scientifiques défilent. Einstein, Bohr, Fermi, Heisenberg, Szilard, Feynman, mais une absence frappe les connaisseurs. John von Neumann n'y apparaît pas, ni vu, ni nommé. Et pourtant, sans lui, pas de bombe atomique. Alors bon, structure narrative, réduction du nombre de personnages, tout ça, c'est du cinéma quoi. Von Neumann n'est pas un militaire, c'est un mathématicien. Malgré tout, dès les années 30, aux États-Unis, il devient un acteur majeur de la recherche scientifique liée à l'armée, un spin doctor, un consultant scientifique de haut vol. Il travaille sur la balistique, la dynamique des chocs, les ondes de choc. Et c'est justement cette expertise qui l'amène en 1943 à rejoindre l'équipe du projet Manhattan, ce programme ultra secret chargé de concevoir la première bombe atomique. On l'envoie à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, et là, dans le désert, une communauté de scientifiques et de savants travaille d'arrache-pied pour précipiter la fin de la guerre. Von Neumann, lui, arrive en costume-cravate, chapeau feutré, carnet en main et blague en réserve. Mais avait-il une idée en y allant de ce à quoi il contribuait vraiment ? La réponse est oui, sans trop d'ambiguïté. C'est même lui qui conçoit certains des calculs les plus sensibles, ceux de l'implosion nécessaire à la bombe au plutonium. Il travaille aussi sur les effets de souffle de l'explosion avec une froideur scientifique impressionnante. Il ne semble pas avoir de doute moral. On lui prête souvent un cynisme lucide. Et il est convaincu qu'il faut battre les nazis à tout prix, puis contenir les soviétiques. Son état d'esprit au moment du projet Manhattan, on ne dispose ni de lettres ni de journal intime exprimant clairement ses sentiments. Son humour froid et ses phrases choc ont pu donner une image plus radicale qu'il ne l'était réellement. Les sources sont rares ou indirectes, mais convergentes. Von Neumann savait parfaitement qu'il travaillait sur la bombe. Il participait à des réunions de haut niveau, était au courant des objectifs et il a lui-même assisté à l'essai Trinity en juillet 1945. C'est le nom de code du premier test de l'utilisation de la bombe atomique aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Un test qui avait pour but de démontrer la viabilité de Fat Man, la bombe au plutonium qui fut ensuite utilisée pour le bombardement de Nagasaki. Von Neumann a contribué activement à la modélisation de l'onde de choc, ce qui a permis d'optimiser l'implosion de cette bombe à une hauteur idéale pour créer un maximum de dégâts. Après Hiroshima, von Neumann s'investit dans la stratégie militaire de l'après-guerre. Il travaille pour la RAND Corporation, comprenait Research and Development, un think tank lié à l'armée de l'air, où il applique sa théorie des jeux à la dissuasion nucléaire. C'est l'époque où les mathématiques servent à modéliser la guerre, comme un immense jeu à somme nulle entre blocs ennemis. Et son anticommunisme est de notoriété publique. Von Neumann a été l'un des premiers scientifiques naturalisés américains à collaborer avec l'armée après la guerre. Il a témoigné contre Oppenheimer devant la commission de sécurité en 1954, considérant que ce dernier avait trop de sympathie communiste. Ça a contribué à la chute d'Oppenheimer d'ailleurs. Il s'est opposé fermement à l'idée d'un désarmement unilatéral et a soutenu l'idée d'une dissuasion massive. Il disait même avec son humour pince sans rire que les soviétiques ne comprenaient que la force brute. Il milite même pour une frappe préventive contre l'URSS, avant que celle-ci ne devienne une menace trop grande. Il voit l'Union soviétique comme un danger absolu, un régime oppressif, une négation de la pensée libre. Il déteste les communistes profondément. Et c'est là qu'on commence à deviner un aspect plus personnel. Cette haine n'est pas seulement politique, elle vient aussi de son histoire. Pour la comprendre, il faut revenir bien en amont. Retour à Budapest au début du XXe siècle. Un enfant surdoué, juif, brillant,
né dans une Europe en ébullition. C'est là que tout commence. L'enfant prodige de Budapest. Avant de devenir le mathématicien préféré du Pentagone, il était le petit génie de Budapest. John von Neumann s'appelait Neumann János. Oui, en hongrois, le nom de famille figure en premier. Et il est né en 1903 dans une famille juive aisée et cultivée de l'Empire austro-hongrois. Son père banquier obtient l'élévation au rang de noble en 1913, d'où le fameux von, ajouté au nom de famille. Comble du cynisme, se convertir au catholicisme ou acheter un titre de noblesse, c'est ce qu'on conseillait aux familles juives jugées utiles. Au passage, János signifie Jean en hongrois. L'anglicisme John, ce sera pour plus tard. Dès son plus jeune âge, János fascine son entourage. Il apprend à lire à 2 ans, parle couramment plusieurs langues et converse en grec ancien. Retient les pages d'un annuaire après les avoir lues une seule fois et fait des divisions à 8 chiffres de tête à l'âge de 6. À 8 ans, il a lu et retenu l'intégralité des volumes de l'encyclopédie à la maison. Il est ce qu'on appelle un enfant prodige. À 22 ans, il est docteur en mathématiques et en physique. Mais dans le Budapest de l'époque, il n'est pas le seul. Il grandit dans une ville bouillonnante d'intellectuels, de musiciens, de mathématiciens, d'ingénieurs. Une génération entière qui marquera la science du XXe siècle. Eugène Wigner, Edward Teller, Léo Szilard, Paul Erdős. On les appellera plus tard, avec une pointe d'humour, les martiens hongrois. Parce qu'ils étaient trop brillants, peut-être, pour de simples terriens. Ce surnom est plutôt une référence à leur intelligence hors du commun, à leur polyvalence scientifique et à leur capacité à s'intégrer rapidement et brillamment dans les milieux universitaires américains, notamment après leur exil forcé par la montée du nazisme en Europe. Et justement, l'enfance dorée de von Neumann se heurte à un monde qui bascule. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois s'effondre. La Hongrie plonge dans une période de chaos, marquée par la République des Conseils hongrois, dirigée par Béla Kun. Un régime communiste qui ne dure que quelques mois, mais laisse une profonde trace. Il est rapidement remplacé par une dictature nationaliste. Résultat, pogrom, violence politique, antisémitisme déchaîné. Dans cette tourmente, les familles juives cultivées et libérales, comme celle de von Neumann, sont prises en tenaille, menacées par l'extrême droite comme par l'extrême gauche. Le jeune János assiste à la montée des totalitarismes des deux côtés. Et cela, selon plusieurs historiens, façonnera son anticommunisme viscéral. Il ne croira jamais aux utopies révolutionnaires. C'est aussi à cette époque que ses parents prennent une décision cruciale, envoyer János poursuivre ses études à l'étranger. Direction la Suisse, puis l'Allemagne et enfin les États-Unis. Et là, la transformation commence. Neumann János devient John von Neumann. Il adopte l'anglais comme langue principale. Il commence à écrire dans les plus grandes revues. Et surtout, il choisit une voie rare, presque anachronique, celle du savant universel, à l'aise aussi bien dans les abstractions les plus pures que dans les applications les plus concrètes. Il va devenir un mathématicien qui n'a pas seulement brillé dans une spécialité, mais dans presque toutes. Des ensembles à la mécanique quantique, de l'économie à l'informatique, de la météo à la guerre froide. Un vrai polymath, vous dis-je. Allez, entrons dans le cœur de la machine, le cerveau de von Neumann. Le mathématicien universel est l'architecte de l'ère informatique. Si vous ne deviez retenir qu'un seul mot pour décrire John von Neumann, ce serait peut-être celui-ci. Poly. Polyglotte, polyvalent, polymath, polytout. Ce type-là est un cerveau avec options illimitées, capable de jongler avec les domaines les plus abstraits comme avec les problèmes les plus concrets. Prenons d'abord les mathématiques pures. À 23 ans, il contribue à des avancées majeures dans l'axiomatisation de la théorie des ensembles, en réponse à des paradoxes posés par Cantor et Russell. Peu après, face aux différences de point de vue de Schrödinger et Heisenberg, il participe à la formulation mathématique rigoureuse de la mécanique quantique, cette nouvelle physique si étrange qu'elle avait besoin d'une charpente mathématique solide. D'ailleurs, en 1932, son livre « Mathematical Foundations of Quantum Mechanics » devient une référence. Mais il ne s'arrête pas là. Il invente les algèbres de von Neumann, structures abstraites qui servent aujourd'hui en théorie des opérateurs, en physique, en logique. Le genre de nom qu'on croise dans des équations
qui donne envie de dire ouch, c'est du sérieux là. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il change de terrain de jeu. Pendant la guerre, donc, il collabore avec l'armée. Et après la guerre, il se lance à fond dans un nouveau domaine encore balbutiant, l'informatique. À Princeton, dans le mythique Institute for Advanced Study, il travaille avec une équipe d'ingénieurs pour construire une machine révolutionnaire, l'ordinateur programmable. C'est lui qui théorise l'idée qu'on appelle aujourd'hui l'architecture de von Neumann. Mémoire unique pour les instructions et les données, séparation claire des composants, exécution séquentielle des instructions. C'est la base de 99% des ordinateurs que nous utilisons encore aujourd'hui. Même nos téléphones portables fonctionnent selon cette logique. Von Neumann, on le comparait souvent, pour l'anecdote, à un ordinateur humain, tant ses vitesses et capacités de calcul étaient hors normes. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était créer la machine qui pourrait faire mieux que lui, et plus vite. Et ce n'est pas fini, hein. Il applique aussi les mathématiques à l'économie. Avec Oscar Morgenstern, il participe à la fondation de la théorie des jeux modernes, en tant que discipline mathématique structurée. À l'origine, c'est un modèle pour décrire les comportements stratégiques en économie, mais très vite, ça devient un outil pour modéliser les conflits, les négociations, les alliances et même le comportement des missiles. Une de ses grandes idées, le fameux principe du minimax. Comment ? Dans un jeu à somme nulle, il faut minimiser la perte maximale. Et là, je vous renvoie à mes 2 épisodes sur John Nash et la théorie des jeux. Le minimax est appliqué à de nombreux domaines, social, économique, militaire, avec le principe de dissuasion nucléaire. Le docteur Folamour de Kubrick emprunte beaucoup à Johnny von Neumann. Le plus fou dans tout ça, c'est que ses collègues avaient parfois du mal à le suivre. Andrew Taylor, l'un des pères de la bombe H, disait de lui « Personne ne connaît toute la science, pas même von Neumann. Mais en ce qui concerne les mathématiques, il a contribué à chaque branche, sauf la théorie des nombres. » Et Hans Bess, prix Nobel de physique, dit un peu plus taquin, je me suis parfois demandé si un cerveau comme celui de von Neumann n'indiquait pas une espèce supérieure à celle de l'homme. Une productivité étourdissante, des idées toujours plus révolutionnaires. Et si on pouvait contrôler le climat ? Il participe donc aux premiers travaux sur les prévisions météorologiques, par ordinateur toujours, sur la biologie computationnelle, sur l'intelligence artificielle, bien avant qu'on ne les nomme ainsi. Il imagine même, dans les années 1950, des machines capables de se reproduire elles-mêmes. On les appelle encore aujourd'hui automates cellulaires ou machines de von Neumann. Mais en 1955, tout s'arrête. Von Neumann tombe gravement malade. Un cancer, foudroyant. Certains ont évoqué une possible exposition à des radiations pendant ses visites à Los Alamos. En tout cas, il meurt 2 ans plus tard, en 1957, à 53 ans. Alors que reste-t-il aujourd'hui de John von Neumann ? Des noms d'algèbre, des lignes de code, des principes stratégiques, des ordinateurs, des modèles climatiques, des idées encore en avance sur leur temps. Mais surtout une certaine idée de l'intellect, celui qui relie les sciences entre elles, qui croit au progrès et qui joue avec le monde comme avec un immense jeu mathématique. Mais l'homme derrière tout ça ? L'homme derrière le génie et son héritage. On a parlé du savant, du stratège, du visionnaire, mais qui était Johnny von Neumann en dehors des équations, des bombes et des ordinateurs ? Derrière l'intelligence fulgurante, il y avait un homme, et pas toujours celui qu'on imagine. Car von Neumann, ce n'était pas le stéréotype du chercheur enfermé dans sa tour d'ivoire. C'était un bon vivant, un raconteur d'histoires, gourmand, parfois même grivois. Il pouvait réciter par cœur des passages entiers de Guerépé ou de Molière, tout en engloutissant un repas copieux entre 2 démonstrations mathématiques. Les fêtes qu'il organisait aux États-Unis avec le gratin scientifique de l'époque étaient mémorables. On y croisait Einstein par exemple. Et entre 2 conversations subtiles fusaient les blagues salaces de von Neumann, le pitre profond. C'est à lui qu'on doit la phrase « En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue ». Son humour était célèbre dans le milieu. Pince sans rire, parfois cruel, souvent brillant. Il adorait les jeux de mots, les énigmes, les plaisanteries absurdes. À côté, Monty Python avant l'heure. Bon, ok, version maths et nucléaire.
Si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est seulement parce qu'ils ne réalisent pas combien la vie est compliquée. Pourtant, des membres de sa famille diront que sous ses airs de bonhomie et de charmeur, une véritable vision cynique et pessimiste du monde l'habitait. Sous cette aisance, il y avait aussi une forme de solitude. Peu de gens pouvaient réellement converser à son niveau. Même parmi les plus grands scientifiques, beaucoup restaient admiratifs, voire intimidés. Comme l'a bien résumé son ami physicien Eugène Wigner, il n'y avait qu'un Johnny von Neumann. Sa mort, en 1957, à seulement 53 ans, laisse un vide vertigineux. Et aujourd'hui, on continue à invoquer son nom dans les labos d'IA, dans les modèles climatiques, dans les débats sur la guerre algorithmique ou l'éthique des machines. Son héritage est partout, comme une architecture invisible du monde moderne. Mais ce qui fascine peut-être le plus, c'est cette impression qu'il avait toujours un coup d'avance. Il pensait le futur non pas comme un rêve ou une crainte, mais comme un système à comprendre, à anticiper, à modéliser. Il est l'un des derniers, peut-être, à avoir été universaliste dans son approche du savoir. Il croyait qu'un esprit humain, bien entraîné, bien nourri et bien curieux, pouvait encore tout embrasser, tout relier. Voilà pourquoi John von Neumann ne fut pas seulement un génie des maths, il fut un génie du siècle. Alors pourquoi n'entend-on pas plus parler de lui ? Peut-être à cause de sa position tranchée sur l'utilisation des armes de destruction massive. Peut-être à cause de sa radicalité. Contrairement à des hommes comme Oppenheimer, il ne semble pas avoir exprimé de remords à l'époque, pas d'état d'âme. Peut-être aussi à cause de sa vision très pessimiste sur la nature humaine, ou alors à cause de sa trop grande rapidité d'esprit, trop touche-à-tout. John von Neumann a souvent laissé à d'autres le soin de développer des idées qu'il avait produites. Un tort ? En tout cas, un homme de génie, dont l'intelligence a épousé son temps et l'a parfois même devancé. Marvin Minsky, scientifique américain, fondateur du groupe IA du MIT, résume en quelques mots: un von Neumann vaut 100 personnes normales. Et voilà, merci de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode dédié au très grand John von Neumann, que vous aurez, je l'espère, appris à découvrir ou redécouvrir. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter ou à m'écrire si vous avez envie d'explorer d'autres figures mathématiques, à la fois brillantes et humaines. N'hésitez pas non plus à aller visiter la page Tipeee de Maths en tête. Plus que jamais, l'émission a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Merci par avance, prenez soin de vous et à dans 2 semaines pour une nouvelle dose de mathématiques.